بسم الله الرحمن الرحيم. حصة جديدة من حصتكم السبيسيال. أسعد اليوم باستضافة الكاتب الروائي المحلل السياسي المناهض للصهيونية العالمية الأستاذ جاكوب كوهن. Donc, Monsieur Jacob Cohen, je suis heureux de vous accueillir dans cette émission, la spéciale. Nous allons parler de sujets et d'autres d'actualité, l'actualité politique, l'actualité littéraire. Je vous souhaite la bienvenue dans tous les foyers algériens par le biais de Salam TV. Alors bonjour à mes amis algériens, à Salam TV. Je vous suis reconnaissant pour l'invitation et c'est un grand plaisir pour moi de partager mes opinions avec vous. Tout le plaisir est pour nous aussi. Donc on va commencer par la littérature. Vous êtes romancier politique, vous êtes un des tenants du roman politique mondial. Donc on va faire une petite virée dans le sud marocain. Nous sommes dans l'oasis de Tinrir. Vous êtes parmi les touristes, vous voyagez, mais tout à coup, vous remarquez la présence inquiétante d'agents que vous soupçonnez être des Sayanim. Racontez-nous, Monsieur Jacob Cohen, cette péripétie de votre voyage à Tinrir qui a été à la base et à la source de votre roman, même base sur Tinrir. Merci. Bon, alors, je voyage avec des amis qui sont du coin, de la région. Et donc, on a fait un petit tour de la province, on a discuté, etc. Et ils m'ont dit, ça serait bien que tu écrives quelque chose sur la province. Voilà, donc j'ai discuté avec eux de la présence des divers agents sionistes, leur infiltration, par exemple, dans des lieux de pèlerinage, de l'exploitation de palmiers dattiers, l'ouverture d'un centre culturel ou de jeunes ou pour jeunes à Tinrir même, etc. Donc ils m'ont donné des éléments et moi, bon, avec l'imagination du romancier, j'ai imaginé, pour pénétrer dans cette société, j'ai imaginé que la secrétaire générale de l'UNESCO, qui est la fille de conseiller du roi, Azoulay, donc j'ai imaginé que la secrétaire générale de l'UNESCO va faire une fleur à la province de Tinrir, mais en échange de quelque chose. Alors, une fleur, c'est-à-dire pour le développement du commerce, le développement culturel, etc. Mais en échange, on va lui demander une plus grande liberté, une plus grande marge de manœuvre pour les Juifs qui, enfin, en général, sont des sionistes, mais on dit les Juifs qui sont installés là-bas à titre bénévole pour développer la province. Évidemment, les Marocains ne peuvent pas refuser, on ne refuse pas quelque chose comme ça à la fille d'Azoulay et à la secrétaire générale de l'UNESCO, mais en fait, c'est pour mener à bien leur combine. Donc, bon, évidemment, moi, j'ai déjà placé ce cadre qui peut-être dans la réalité, il doit exister peut-être d'une façon plus ou moins clandestine. Mais il faut enfin, pour structurer une histoire, pour lui donner une dimension réaliste, concrète, et donc, voilà, il y a la fête, on organise une espèce de fête à Tinrir. Il y a un jeune agent qui s'appelle Victor, qui organise les jeunes, il les fait danser, il leur fait découvrir les joies de la modernité, la liberté des mœurs, etc. Et en même temps, en fait, le roman se déroule sur 3 plans dans la province. Il y a un plan à ce niveau culturel, il y a un plan au niveau des centres de pèlerinage, parce que ces centres de pèlerinage, ils ont plusieurs rôles. D'abord, ils drainent beaucoup de touristes israéliens et d'autres touristes, et en même temps, c'est un centre d'éducation, de formation des jeunes, etc. Et donc,
comme dans ces régions désolées, il y a toujours un manque, un déficit au niveau de l'enseignement ou de soins infirmiers, c'est toujours important d'avoir ce centre. Et puis, il y a une espèce de formation, d'un centre de formation idéologique. Bon, tout ça fait partie parce que le Mossad a un double objectif dans cette province. En même temps, créer un sentiment autonomiste qui pourrait, à terme, mener à un désir d'autonomie ou d'indépendance, et donc contrôler déjà, ça fait 30 ans qu'il mène cette action, et en même temps, il y a, j'ai imaginé aussi cela, c'est que là, on dit beaucoup que ces Amazighs ont été, il y a très longtemps, avant l'arrivée de l'islam, étaient des tribus, certains d'entre eux étaient des tribus juives et qui ont été convertis à l'islam. Et donc, dans cette action du Mossad, il y a aussi l'instruction biblique, si vous voulez, c'est-à-dire on va sensibiliser les jeunes à leur origine juive, avec des avantages à l'appui, c'est-à-dire s'ils mordent à l'hameçon, ils pourraient bénéficier de bourses pour aller étudier à l'étranger, etc. Voilà, donc voilà, j'ai tracé le cadre général de Memba sur Tinrir et ses actions plus ou moins clandestines menées avec la bénédiction de l'UNESCO. Voilà. Très bien, mon cher Jacob. Nous resterons toujours sur vos romans. On va revenir un petit peu en arrière avec votre roman qui s'appelle Le Printemps des Sayanim. Vous avez été pratiquement l'un des écrivains qui ont propagé ce concept de Sayanim, qui était très peu connu, malgré que des auteurs spécialisés comme Victor Ostrovsky, Gordon Thomas, on en parlait, mais de la manière romancée dont vous avez vous-même parlé dans Le Printemps des Sayanim, vous avez vraiment donné une place prépondérante à ce concept dans l'actualité internationale. Et pourtant, quand on parle encore aujourd'hui de Sayanim, souvent on nous prend pour des complotistes. La question que je vous pose, mon cher Jacob, est-ce que c'est par paresse intellectuelle? Est-ce que c'est par souci de ne pas froisser l'ordre établi et le politiquement correct, ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, j'étais le premier en France, malheureusement, hein, je regrette, parce que j'aurais voulu que d'autres en parlent avant, le premier à dire les Sayanis. Voilà. Avant moi, personne n'en avait parlé. Et je suis sûr que la plupart des journalistes, je n'ose pas imaginer que des journalistes ou des politiques, des directeurs de journaux, etc., n'aient pas entendu, n'aient pas lu le livre de Victor Ostrovsky ou les livres de Gordon Thomas, alors que moi, j'en ai pris connaissance dans les années 90. Alors, la seule explication réside dans la peur que tout le monde a d'utiliser le mot Sayanim. Pourquoi? Parce que les Sayanim, c'est un corps de juifs sionistes qui travaillent bénévolement pour le Mossad. En disant, et il y en a plusieurs milliers en France, et ailleurs dans le monde, il y en a plusieurs milliers. Or, en disant cela, on rappelle implicitement le protocole des sages de Sion. Alors, le protocole des sages de Sion, c'est un document qui est supposé avoir été écrit par la police du Tsar au début du XXe siècle pour accuser les Juifs d'un complot mondial. Bon, peut-être c'est un faux, peut-être c'est un vrai, on ne sait pas, bon, en tout cas. Et donc, les gens ont tellement peur de passer pour des complotistes, de réveiller le complot juif, que même quand ils ont rencontré les Sayanim, ils n'ont pas osé dire le mot. Voilà. Et même aujourd'hui, je remarque, j'ai cité dans une vidéo récente, par exemple, de Pascal Boniface, il parlait de l'influence juive dans les médias, mais à aucun moment il n'a utilisé le mot de Sayanim. Nous sommes en octobre 2024. Voilà.
Et donc, ces Sayanim, si vous voulez juste vous dire quelques mots, ce sont le Mossad, dès 1959, a recruté à peu près entre 40 000 et 50 000 dans le monde, des Français, Britanniques, Américains, etc. Ce que je voudrais continuer dans ce même ordre d'idées, c'est que dans la vaste Encyclopédia Judaica de 17 000 pages, une vaste compilation sur l'histoire juive, on parle souvent de crypto-juifs, crypto-juifs qui sont très présents dans tous les pays du Maghreb. Donc, le concept de Sayanim existait déjà, il préexistait au mot même de Sayanim, mais la réalité des crypto-juifs, des juifs qui ne sont pas connus, existait dans pratiquement tous les anciens livres écrits par des historiens juifs. Ça parle de crypto-juifs. Ils étaient dans tous les pays du Maghreb, donc le concept est bien réel, reconnu pratiquement sous d'autres appellations. Crypto-juif, c'est pratiquement Sayanim, avec un autre concept et tout ça. Donc la réalité est là. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, bon, on assiste à une prolifération, à une propagation de thèses antisionistes dont la source nous vient de juifs même. Je pense à Noam Chomsky, je pense à Gilad Atzmon, je pense au rabbin Weiss de Naturei Karta, je pense à beaucoup qui ont apporté, des réalités juives, mais ostensiblement, résolument antisionistes. Et c'est tant mieux, autant pour les juifs eux-mêmes que pour la réalité historique. Ça, c'est quelque chose de très, très important, que les juifs eux-mêmes confondent le sionisme de l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a toujours eu, dès l'apparition du sionisme, d'ailleurs, il y a toujours eu, d'ailleurs, la plus grande opposition au sionisme au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, venait des juifs eux-mêmes. D'abord, je vous rappelle que toutes les institutions rabbiniques, religieuses, juives de par le monde étaient contre la création d'un État juif qui allait à l'encontre de la tradition religieuse, déjà. Et beaucoup étaient sceptiques. Je peux citer Einstein, il y a d'autres qui sont moins connus parmi même ceux qui étaient en Israël et qui ont des rues en Israël, comme à Hadam, par exemple. Donc, le projet ne rencontrait pas l'adhésion, ou en tout cas rencontrait le scepticisme. Même au Maroc, moi je me souviens, quand les sionistes étaient venus ouvrir un local dans le ghetto juif, on les regardait avec beaucoup d'appréhension, de crainte, ou bien on les traitait de mécréants, parce qu'ils ne respectaient pas la tradition juive. Et donc finalement, l'acceptation, la soumission des communautés juives au sionisme a connu un bond avec l'Holocauste, avec la création d'Israël et avec la propagande, etc. Et donc, le sionisme a fini par gagner une bonne partie des communautés juives de par le monde. Je voudrais revenir à la présence inquiétante des agents du Mossad au Maroc et dans leur volonté de peser sur toute la région, peser sur le Maghreb, influencer la triple région maghrébo-saharo-sahélienne. Le Mossad compte investir ou s'appuyer sur la communauté ou bien disons sur les Amazirs, les Berbères du Maroc et du Maghreb en général pour avoir un poids plus pesant sur la région. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur cette volonté de manipuler la communauté amazigh et berbère dans le Grand Maghreb?
Alors, j'ai évoqué la province de Tinrir. Il se trouve que le Mossad, par l'intermédiaire de, par exemple, du Bnei Brit, la franc-maçonnerie juive mondiale, moi j'avais assisté à Paris à une réunion d'une loge du Bnei Brit en 2005-2006 avec des autonomistes algériens. Et donc, il leur apportait, c'était une séance, à l'époque, je n'étais pas connu, donc je pouvais participer, et il leur apportait le soutien de la communauté juive, d'Israël, etc. Et donc, depuis longtemps, les services secrets, enfin, le Mossad, disons, et leurs agents, et ces agents ont tenté d'embarquer tous les autonomistes qu'ils pouvaient dans un combat de séparation, de cultiver la différence et de leur apporter le soutien. Et d'ailleurs, il y a un mouvement autonomiste algérien qui bénéficie de ce soutien. Au Maroc, il y a un travail, d'abord, je citais au niveau de la province. Dans mon nouveau roman, La 26e tribu, il tente de s'infiltrer chez les fascistes, c'est-à-dire les musulmans qui font partie de ces grandes familles fascistes, la bourgeoisie, et en même temps, au Maroc, d'influencer des jeunes. Par exemple, récemment, il y a un groupe de 26 influenceurs et influenceuses qui ont été invités, tout frais payés, à aller à Tel Aviv. Donc, on emmène des jeunes qui ont du poids, on leur fait visiter le pays, regarder comme on est moderne, comme on est tolérant. Évidemment, on ne les emmène pas dans les territoires occupés, etc. Donc, on leur montre un visage d'Israël dynamique, souriant, tolérant, etc. Et donc, ces jeunes retournent au Maroc et ils commencent à faire la propagande. Ils ont aussi une autre méthode de faire la propagande au Maroc, c'est sensibiliser les Marocains à la Shoah, à l'Holocauste. Vous savez que le conseiller du roi a créé en 2012 ce qu'on appelle le projet Alada, c'est-à-dire c'est un projet qui consiste à enseigner la Shoah aux Marocains avec des expositions, des conférences, etc., pour les sensibiliser au drame vécu par les Juifs. Et ça, c'est ainsi que, par exemple, le lobby sioniste contrôle les sociétés européennes en les culpabilisant par le fait de la Shoah. Et c'est un des éléments qui est fait au Maroc pour attirer les jeunes et les sensibiliser à un problème qui ne les concerne pas, parce que les Marocains n'ont rien à voir avec l'Holocauste, etc. Donc voilà à peu près les méthodes, sans compter le tourisme, la collaboration en business, etc. Il y a toute une série d'événements qu'ils font pour le festival de musique, discussions religieuses, etc. Donc on a amené la société civile marocaine petit à petit, hein, ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, à accepter le fait sioniste. Je ne dis pas qu'il est accepté dans toute la société, mais en tout cas dans dans un secteur moderniste qui se veut libéral, pro-occidental, etc., les sionistes ont marqué beaucoup de points. Voilà. Ok, je voudrais savoir quelque chose de très important pour nous ici, pour connaître un petit peu le climat intellectuel et médiatique qui prévaut actuellement en France. Comment vous vivez, vous, les intellectuels engagés, le climat des médias français qui sont, disons-le franchement, qui ont été totalement sionisés? Comment vous vivez cet ostracisme médiatique et intellectuel? Ceux qui, comme moi par exemple, il y en a beaucoup quand même, eh ben on se retrouve isolé comme dans un ghetto, c'est-à-dire on ne peut pas s'exprimer. Par exemple, moi aussi, je fais attention dans mes vidéos, ou quand je poste sur Facebook par exemple, je sais que c'est sensible, donc j'ai pas envie devoir sauter mon compte, etc. Donc il faut faire attention, et puis on vit ça comme
comme un déni de justice, comme une humiliation, comme une discrimination. Et on essaye de faire, on est peu, enfin, on est quand même, il y a quand même un certain nombre, on essaie de faire des vidéos, on essaie de partager, mais devant la masse des médias qui ont un discours quasi unique et toute la classe politique, et même maintenant, ils veulent criminaliser la critique israélienne en la faisant passer pour de l'antisémitisme, on vit des moments très difficiles, mais bon, je sais pas, il faut tenir, il faut essayer d'éclairer, mais le combat est très inégal. Voilà. Parce que eux, il y a tout le gouvernement, il y a le ministère de la Justice, il y a la police, il y a les médias, et nous, on est isolés avec la menace constante d'être traînés devant la justice. Je vous remercie, mon cher Jacob. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la première partie de cet entretien. أيها السادة والسيدات لا تذهبوا بعيدا انتهى الجزء الأول سيكون الجزء الثاني مثيرا فابقوا معنا سنعود لكم